plein cœur de Londres, 10 sacs contenant des morceaux de corps humains ont été découverts dans les poubelles de la ville. C'est évidemment une découverte très inquiétante, parce que cela signifie qu'il y a un ou des individus capables de tuer et de découper des gens, ce qui est un trait de personnalité assez effroyable. La police métropolitaine de Londres se lance dans une chasse à l'homme sans précédent. Mais va-t-elle parvenir à stopper ce massacre ? En tout cas, les enquêteurs vont découvrir que derrière ces crimes se cache le côté le plus sombre de l'humanité. Si le mot « diversité » devait être défini par le quartier d'une ville, Camden Town, à Londres, serait le lieu à choisir. C'est un endroit multiculturel, où toutes les classes sociales se fréquentent, avec les plus aisés d'un côté, qui peuvent résider dans des maisons à plusieurs millions de pounds, et de l'autre, une étendue de logements sociaux. Comme il y a de la pauvreté, le crime n'est pas loin. La drogue circule, la prostitution est également présente, et il arrive que des règlements de compte se produisent dans les coins les plus dangereux du secteur. À vrai dire, c'est surtout autour de la station de métro King's Cross que se concentre la redistribution des stupéfiants dans le quartier. Mais même dans tout Londres, notamment durant les années 80 et 90. Aujourd'hui, si vous vous rendez à Camden, vous n'aurez rien à craindre. La zone a été purgée et les trafiquants contraints de s'en aller. Mais durant presque 30 ans, cela a été un coin assez dur de la capitale anglaise. Et au milieu de ce quartier folklorique de Londres, il y a un homme d'une 50aine d'années qui a emménagé depuis 2 ans. Il s'agit d'Anthony Hardy. Anthony Hardy n'est pas réellement le voisin idéal. Il ramène souvent des filles à son domicile. Les habitants ne sont pas naïfs et savent qu'il s'agit de prostituées. Alors même si chacun est libre de faire ce qu'il souhaite chez lui, cela déplaît aux résidents de l'immeuble qui n'ont pas une bonne image de cet homme. Mais s'il n'y avait que ça, Hardy ne prend pas la peine de se laver. Il peut rester aisément plusieurs jours sans se doucher, se raser ou même changer d'habit. Il est régulièrement aperçu dans la même tenue, souvent composée d'un long manteau noir et d'une casquette de la même couleur à l'effigie d'une équipe de baseball. Hormis ce comportement un peu étrange, malpropre aussi, son voisin qui le croise de temps à autre le décrit comme une personne amicale et courtoise. Mais tous ne partagent pas son avis. Au cours du mois de janvier 2002, Anthony Hardy se trouve dans son appartement. Il remarque de l'eau s'infiltrer depuis son plafond. Il y a une fuite provenant de l'appartement du dessus, occupé par une femme. A priori, dans 99% des cas, ce souci devrait se régler de la façon suivante. Signaler la fuite et les potentiels dégâts à la voisine, faire constater tout ceci par un expert, organiser un rendez-vous pour des réparations et activer l'assurance. Mais Anthony Hardy choisit le 1% restant. Il est entré dans une colère noire. Et celle qui doit payer, c'est sa voisine, parce qu'elle lui a causé du tort. Alors, il va se venger. L'homme est parti acheter de la peinture noire. Il s'est présenté devant sa porte d'entrée, puis a écrit une insulte faisant comprendre à sa voisine qu'elle était une prostituée, mais dans un langage beaucoup plus familier. Dans la foulée, il a récupéré de l'acide depuis une batterie de voiture, qu'il déverse sur la boîte aux lettres de la femme, qui remarque tous les dégâts une fois de retour après le travail. Elle est évidemment terrifiée suite à cette découverte. Il est hors de question d'aller confronter la personne qui a fait ça. Non seulement parce qu'Anthony Hardy a fait preuve d'une agressivité sans nom, mais en plus, c'est une véritable armoire à glace. Et la femme fluette ne veut pas prendre le moindre risque. Elle contacte donc la police qui arrive rapidement. Une fois sur place, les agents demandent à la victime de ce vandalisme si elle a une idée de qui aurait pu commettre un tel acte. Et elle dit qu'il s'agit de son voisin du dessous, Anthony Hardy. Pourquoi pense-t-elle qu'il est l'auteur de ce délit ? Tout simplement parce que la peinture encore fraîche sur le sol mène à son appartement. Les policiers suivent la peinture qui amène effectivement chez le suspect. Ils toquent, l'homme ouvre et les agents vont droit au but en demandant s'il est à l'origine du tag sur la porte de sa voisine. Étonnamment, l'attitude du suspect n'est pas celle attendue par les policiers. Il admet avoir vandalisé la porte de la femme. Il est poli, courtois et coopère totalement.
Quand il a ouvert la porte de son domicile, les agents ont pu apercevoir des murs recouverts de peinture et sentir une odeur assez forte émaner de cet endroit. Alors, ils demandent s'il est possible pour eux de jeter un coup d'œil rapidement, ce à quoi ne s'oppose pas Anthony Hardy, qui continue d'être coopératif. Les policiers décident de filmer les lieux tant ils n'ont jamais vu une telle chose. C'est le bazar complet. Il y a des symboles rouges et jaunes dessinés sur les murs, mais qui ne semblent pas vouloir dire grand-chose. Il y a également des objets qui traînent un peu partout, et cette odeur immonde qui persiste. En traversant l'appartement, les policiers tombent face à une porte verrouillée, avec ce qui apparaît être une veste posée en contrebas. Ils sollicitent l'homme pour qu'il l'ouvre, mais c'est alors que, pour la première fois, Hardy explique qu'il ne peut pas aider la police. Il indique que cette pièce appartient à une locataire et qu'il n'a pas la clé. Il ne peut pas déverrouiller cette porte. Les agents, qui n'ont pas l'autorisation de perquisitionner le domicile, se contentent donc de placer en état d'arrestation Anthony Hardy pour les dégradations qu'il a causées. Mais puisque l'homme est étrange et par conséquent potentiellement dangereux, les agents le fouillent afin de s'assurer qu'il ne détient pas d'armes. Et c'est alors qu'ils extraient de la poche de celui-ci une clé. Cette clé est celle qui permet de débloquer la pièce qui n'a pas pu être visitée il y a quelques minutes. Les policiers décident d'ouvrir cette porte pour enfin savoir ce qu'il se cache derrière. Ils n'en reviennent pas. Déjà, comme dans tout le logement, il y a à nouveau ces symboles incompréhensibles de couleur rouge et jaune. Des cassettes vidéo sont empilées dans cette petite pièce. Mais surtout, l'odeur affreuse est également présente parce qu'elle provient de cet endroit de l'appartement. Voilà le corps en décomposition d'une jeune femme nue, allongée sur un lit et dont le visage est recouvert d'un masque représentant le diable. Les policiers remarquent des projections de sang sur un mur. Elles correspondent sûrement à l'énorme blessure présente sur l'arrière du crâne de la victime. Le cou de celle-ci est également marqué. Il y a aussi ce qui semble être une morsure au niveau de la jambe. La position dans laquelle se trouve le cadavre fait aussitôt écho à un autre meurtre de la part de l'un des pires tueurs en série anglais, mais aussi le plus célèbre, Jack l'Éventreur. Mary Kelly, l'une de ses victimes, avait été positionnée de cette manière sur un lit. La police pense qu'Anthony Hardy était en pleine séance photo avec le cadavre, puisqu'il y a du matériel photo présent. Les agents supposent aussi qu'il avait l'intention de se débarrasser du corps, puisqu'un seau d'eau encore chaude, mélangé avec du savon, se trouve dans cette pièce. Des enquêteurs sont envoyés sur place. Pour eux, il est clair qu'ils viennent de mettre la main sur un tueur particulièrement tordu. Il faut découvrir qui est la victime. Son identité est rapidement révélée. Il s'agit de Sally Rose White, une jeune femme de 29 ans. Elle est née du côté de Southampton, au sud de l'Angleterre. Mais suite à une commotion cérébrale, elle éprouve des difficultés, notamment en ce qui concerne l'apprentissage. Elle a cependant une famille qui la soutient. Et même si elle a du mal à trouver et à conserver un emploi, ses proches prennent soin d'elle. Mais en grandissant, elle ne veut plus d'une vie où elle se sent assistée. Elle veut sa propre liberté et décide de s'enfuir à l'âge de 18 ans. Elle rejoint Londres où elle espère avoir un avenir meilleur. Cela commence plutôt bien. Elle parvient à louer un petit appartement, enchaîne les petits boulots pour payer son loyer, mais ce rythme de vie est difficile. Elle éprouve des difficultés pour payer son loyer, puis finit par perdre son logement. Elle se fait dépanner par l'armée du salut. Mais cette période de sa vie l'a conduit à tomber dans une spirale très négative. Celle de la drogue, en devenant accro à la cocaïne, puis la prostitution, afin d'avoir les moyens pour se procurer ces stupéfiants. Un cercle vicieux qui n'en termine plus. Les parents de Sally ont déménagé au Portugal et elle doit se débrouiller seule à présent. C'est comme ça qu'elle a rencontré Anthony Hardy, mais la police ne sait pas si elle était une colocataire ou bien une prostituée. Ce n'est pas clair. Et pour clarifier la situation, le suspect est emmené au poste de police. En parallèle, l'autopsie du corps de Sally White est menée, pour connaître la cause de la mort et inculper Anthony Hardy. Sauf que c'est à ce moment qu'un gros problème se pose. La cause de la mort est naturelle. Il n'y a pas eu de meurtre. Sally avait une déformation congénitale du cœur qui a entraîné un arrêt cardiaque. Les enquêteurs n'en reviennent pas.
La femme a des blessures au visage, correspondant à une main posée sur le nez et la bouche pour une asphyxie. Peut-être, mais la cause reste naturelle. Or, si une mort est naturelle, il est impossible d'inculper un suspect de meurtre. Dans l'appartement de Hardy, aucune preuve n'est découverte. Et même s'il est évident que quelqu'un s'apprêtait à nettoyer la chambre, rien ne prouve l'implication de l'homme. Les seules charges qui peuvent être retenues contre Anthony Hardy sont celles correspondant au vandalisme des biens de sa voisine. Mais on ne va pas en prison pour cela. La justice tente tout de même de ne pas relâcher cet homme suspect dans les rues de Londres, et il est envoyé en hôpital psychiatrique sur le motif de troubles mentaux. Une prison ou un hôpital psychiatrique, peu importe pour la police, du moment que cet homme ne remet pas un pied dehors, c'est très bien. D'ailleurs, en parlant de pied, voici un autre événement survenu en 2002 dans le quartier de Camden. Comme vous le savez, le quartier de Camden a été investi par les autorités afin de faire fuir les trafiquants de drogue qui nuisaient gravement au bien-être du secteur. Alors, une partie des trafiquants s'en sont allés, il n'empêche que la pauvreté continue d'exister dans certaines zones. Et malheureusement, il y a des SDF qui, pour s'en sortir, fouillent les poubelles des bâtiments. Quand elles sont à l'extérieur, pour le ramassage des ordures, elles sont facilement accessibles. Et le 30 décembre 2002, un SDF, justement, est en train d'en examiner le contenu en espérant trouver de quoi manger. Et juste avant le Nouvel An et après Noël, il est optimiste. Il sort un sac poubelle noir de la benne. Il pense qu'il vient de trouver du poisson, parce qu'il y a une forte odeur, mais peut-être qu'il y a d'autres restes de nourriture. Alors il ouvre le sac pour observer le contenu. Sauf que l'odeur ne vient pas du tout d'un poisson. C'est l'état de décomposition d'un corps humain. En réalité, un morceau de jambe qui semble appartenir à une femme. L'homme, choqué, décide d'appeler la police qui arrive immédiatement. Un bloc entier de plusieurs bâtiments est entièrement bouclé. C'est un lieu de crime désormais. Et l'enquête qui démarre va devenir l'une des plus choquantes du pays. Elle est déjà particulière, parce qu'un lieu de crime, normalement, c'est une maison, un appartement, voire une pièce d'un domicile, ou une zone précise à l'air libre. Dans ce cas, l'investigation est déjà plus compliquée que la normale, parce que des morceaux de corps humain dans une poubelle, cela veut dire qu'il y en a peut-être plus dans d'autres bennes. Et donc, la zone est grande à couvrir. Et plus c'est grand, plus il est facile de passer à côté d'un indice qui pourrait s'avérer crucial. Et pour ajouter de la difficulté, les indices se trouvent dans des poubelles. C'est le cauchemar absolu pour les policiers du département scientifique. Tout simplement parce que toutes les conditions sont réunies pour détruire les preuves médico-légales qui pourraient exister. L'ADN, les empreintes digitales ou encore les fibres microscopiques sont extrêmement fragiles. Lorsqu'elles se trouvent dans une poubelle, qui plus est en plein air, cela pose plusieurs problèmes. Le premier, c'est l'eau. S'il pleut ou que des gens renversent des liquides dans la poubelle, l'ADN et les fibres n'y résisteront pas. Ensuite, il y a les ordures. Cela attire les insectes ainsi que des rongeurs, qui sont également susceptibles de détruire des preuves. Bref, c'est un enfer pour les scientifiques. Les sacs poubelles sont tout de même examinés avec attention. À l'intérieur, il semble qu'il se trouve le bas d'une jambe. Il est possible de reconnaître le muscle du mollet. Il y a un autre sac dont l'odeur laisse penser qu'un autre morceau de corps s'y trouve. Et c'est le cas. Cette fois-ci, c'est un torse et une partie de jambe. Ils appartiennent à une femme aussi, mais ils sont assez petits. Alors les enquêteurs sur place se demandent si la victime ne serait pas une adolescente. Tous les morceaux humains sont immédiatement récupérés pour qu'ils soient examinés par un médecin légiste. Pour autant, la police scientifique n'a pas fini son travail, et il est harassant parce que tous les ustensiles qui auraient pu permettre de tuer une personne doivent être collectés. Couteau, scie, marteau, tout ce qui peut servir d'arme. Alors cela doit être récupéré sur le lieu où a été découvert le corps, mais également aux décharges à l'extérieur de la ville qui accumulent les déchets de cette zone de Londres, parce que d'autres morceaux de corps ou l'arme du crime ont pu y être jetés. C'est un travail absolument titanesque.
Les policiers fouillent donc toutes les poubelles du quartier. D'autres sont envoyés dans les déchetteries pendant que des inspecteurs se renseignent auprès des habitants qui utilisent ces poubelles. Ce n'est pas une mince affaire. Il y a des centaines d'appartements qui sont reliés à ces poubelles. Autrement dit, chacun de ces logements est un potentiel lieu du crime et les interrogatoires devront être menés de main de maître pour ne pas passer à côté du tueur s'il devait se trouver dans l'un de ces appartements. C'est crucial parce qu'il y a très peu de chances pour réussir à dénicher la moindre preuve médico-légale dans les poubelles. Alors, si le lieu du crime est découvert, il sera beaucoup plus facile de reconstituer les événements et peut-être trouver le meurtrier. Malheureusement, le premier jour d'enquête ne débouche pas sur de nouvelles avancées. La décision est prise par les hautes instances anglaises d'augmenter le niveau de priorité de l'enquête, signifiant ainsi qu'un très grand nombre de moyens supplémentaires vont être déployés. Les effectifs de police sur le terrain sont augmentés. Les fouilles sont intenses. Pendant que des uniformes cherchent l'indice qui pourra faire décoller l'investigation, d'autres analysent toutes les bandes de vidéosurveillance des caméras présentes dans le secteur. Ces efforts sont payants. Au bout de quelques heures, c'est à Plender Street, une rue située à 250 mètres du premier site où les morceaux de cadavres ont été trouvés, qu'une nouvelle découverte est faite par les équipes déployées dans la zone. C'est encore un sac poubelle, et sans surprise, il y a des morceaux de corps humains à l'intérieur. Cela fait beaucoup de parties humaines retrouvées. Les enquêteurs commencent à se demander combien il y a de victimes, parce qu'à l'évidence, il y a au moins 2 femmes qui ont été démembrées. La situation est très préoccupante pour les autorités. Alors, toutes les parties démembrées sont aussitôt envoyées chez un médecin légiste pour qu'un prélèvement ADN soit effectué dans les plus brefs délais. Exceptionnellement, cette affaire aura la priorité sur toutes les autres. Mais même dans ces conditions, il faut patienter entre 24 et 36 heures minimum avant d'obtenir des résultats. À première vue, cela paraît rapide. Mais compte tenu du nombre de cadavres éparpillés dans les poubelles de Camden, la police a peur que cela offre encore suffisamment de temps à l'assassin pour frapper. Il n'y a pas le choix cependant, il faut attendre. Au bout de ce délai, il y a une confirmation. Celle que plusieurs femmes ont été victimes du tueur. Le torse découvert appartient à une femme, tandis que les autres membres sont ceux d'une seconde. Aucune identité n'est relevée, puisque les victimes n'ont pas été enregistrées dans la base de données de la police anglaise suite à une arrestation. Le médecin légiste n'est pas capable non plus d'indiquer la cause de la mort, chez aucune des victimes. En revanche, il précise que la découpe des membres a été très nette. Une scie à métaux, un couteau de boucher, ou en tout cas une lame très acérée a été utilisée, c'est certain. Il n'y a que 2 victimes qui sont officiellement dénombrées, mais la police est convaincue qu'elle a affaire à un tueur en série. Et la pression augmente donc sur les épaules des forces de l'ordre. Qui dit tueur en série, dit meurtrier qui ne s'arrête qu'une fois qu'il se trouve derrière les barreaux. Et donc, une course contre la montre est lancée. Pourtant, la police n'a absolument rien. Enfin, pas tout à fait, parce qu'un soutien-gorge, taché de sang, a été découvert dans une poubelle. Alors, pourquoi ce sous-vêtement serait plus précieux pour la police que les morceaux de cadavres découverts dans la poubelle ? Il est vrai que cet indice, pris tout seul, n'a quasiment aucune valeur. Mais lorsqu'il est combiné aux témoignages que les agents ont recueillis sur le terrain, cela permet d'avoir un suspect en ligne de mire. Aucun habitant du complexe d'immeubles n'a vu directement un homme déposer les sacs remplis de morceaux humains. Par contre, ils pointent tous vers la même direction, celle d'un homme nommé Anthony Hardy. Mais alors, le soutien-gorge dans tout ça ? Eh bien, il a été découvert dans une poubelle appartenant à l'entrée dans laquelle l'appartement du nouveau suspect de la police se trouve. Et forcément, le nom d'Anthony Hardy fait tiquer les enquêteurs, puisque 11 mois auparavant, ils étaient persuadés qu'il était l'auteur d'un crime absolument ignoble. Incapable de le relier au meurtre, il n'a pas été condamné, mais envoyé dans un hôpital psychiatrique d'où il a été libéré en novembre 2002. Anthony Hardy, voici le nom du suspect dans le double meurtre de jeunes femmes retrouvées démembrées dans des poubelles du quartier de Camden à Londres. Sauf que ce nom n'est pas inconnu des services de police.
et tout le monde pensait que l'homme était interné dans un établissement psychiatrique. Malheureusement, il a dû être libéré, tout simplement pour respecter le droit anglais. Aucune condamnation n'avait été prononcée à son égard en janvier 2002. Il n'a jamais voulu s'interner lui-même volontairement, et le conserver 11 mois dans cet hôpital psychiatrique frôlait déjà avec l'illégalité. Il a donc été relâché en novembre de l'année 2002, et il est revenu dans son appartement comme si rien ne s'était passé. Bien sûr, cela a inquiété quelques voisins qui n'avaient pas réellement l'intention d'être trucidés par le fou du coin qui est de retour. Mais Hardy a su les amadouer. Il leur a expliqué qu'il n'avait rien à voir avec la mort de Sally Rose White. La preuve, il a pu revenir à son domicile. S'il avait été coupable, il serait en prison, non ? Et puis, il a toujours cette façon de parler très cordiale et gentille, qui donne envie de le croire. Alors, les gens ont laissé couler. Sauf que désormais, il se trouve sur le radar de la police qui s'apprête à lui rendre visite à nouveau. Mais juste avant, les policiers chargés d'étudier les bandes de vidéosurveillance du quartier signalent une nouvelle intéressante aux enquêteurs sur l'affaire. Ils tiennent en image un homme portant un long manteau noir et une casquette de baseball sur la tête en train de déposer des sacs poubelles dans l'une des bennes au sein de laquelle ont été découverts des membres humains. Cet homme, c'est évidemment Anthony Hardy. Son appartement se situe exactement à mi-distance des deux lieux où les morceaux de corps humain ont été découverts. Tous ces éléments conduisent à devoir arrêter ce suspect immédiatement. Les policiers se présentent à la porte d'Anthony Hardy au rez-de-chaussée et ils sont prêts à l'enfoncer. Mais première surprise, l'entrée de son appartement n'est pas verrouillée. Comme lors de la première visite, 11 mois auparavant, l'odeur qui se dégage de ce domicile est absolument infecte. Il s'est passé quelque chose ici. En ouvrant la porte, les policiers font face à un petit couloir. Il y a toujours les peintures étranges sur les murs ainsi que sur le sol, mais pas d'Anthony Hardy. L'arrestation n'aura pas lieu. Sur la droite, il y a une salle de bain. Toujours sur la droite, mais un peu plus loin, il y a un salon où se trouvent 3 télévisions qui sont toutes connectées à 3 magnétoscopes différents. Sur la table juste à côté, il y a des dizaines et des dizaines de cassettes vidéo. Elles ont toutes le même thème. Ce sont des films pour adultes, mais avec des scènes très dures. Les enquêteurs apprennent que l'homme avait l'habitude de regarder ces films en compagnie de ses amis des heures durant. Bonjour l'ambiance. Sur les murs sont accrochés des masques, dont un représentant le diable, des perruques et toutes sortes d'ustensiles étranges. Bien que les policiers soient habitués à réaliser des perquisitions dans des endroits sordides, cet appartement crée un véritable malaise chez tout le monde. D'ailleurs, la tension n'est pas près de redescendre, parce qu'il reste une pièce supplémentaire à visiter, la chambre. Un pantalon de survêtement gris a été posé au bas de la porte. Il a été mouillé pour essayer de dissimuler l'odeur qui se trouve de l'autre côté de ces murs. Au moment où la porte de la pièce est poussée, l'odeur atroce qui inonde l'air prend encore plus la gorge de toutes les personnes présentes dans l'appartement. La chambre, elle, est en désordre. Il y a un bureau sur la gauche. Il est plein de produits en tout genre. Au fond, il y a un lit, sur lequel un fauteuil est posé. Au sol, l'origine de l'odeur. Un sac poubelle noir repose au milieu de la pièce. Dessus se trouve une scie à métaux et plusieurs couteaux posés proprement, comme s'ils venaient d'être rangés. À l'intérieur du sac se trouve le torse d'une femme dont les membres viennent d'être découpés, sûrement avec les outils découverts. Anthony Hardy est un tueur en série en fuite. Et s'il s'est mis à tuer, c'est peut-être lié aux séances de cinéma auxquelles il s'adonnait avec ses amis. À force de regarder ces films X en continu, il a fini par être totalement désensibilisé à ce genre de contenu. Et pour avoir lui aussi une gratification sexuelle, il a dû passer à l'acte. Sauf qu'en infligeant de la douleur à autrui, il a pris tellement de plaisir qu'il est allé jusqu'à commettre des meurtres. D'ailleurs, cette chambre avec ce torse démembré et ses outils rangés avec soin laisse supposer que le tueur a savouré ce moment. Sa personnalité sadique est totalement ressortie à ce moment. Quoi qu'il en soit, la police vient de trouver ce qu'elle cherchait, un lieu du crime. C'est ici que l'affaire va se jouer d'un point de vue légal. Même si personne ne doute qu'Anthony Hardy est le meurtrier, il faut des preuves solides.
Il s'en est déjà sorti une fois et cela a coûté très cher. Il faut absolument réussir à relier les couteaux et la scie à métaux aux victimes, mais également aux suspects. Autrement, lors d'un procès, l'accusé dira « Ces outils m'appartiennent, mais je ne les ai pas utilisés ». Et il faut réaliser ceci avec les corps, les sacs poubelles et tout ce qu'il est possible de relier à Anthony Hardy. C'est pour ça que tout est photographié avant d'être envoyé en laboratoire pour examen. Le torse de la victime, les outils et les sacs plastiques sont des éléments cruciaux que la police scientifique espère faire parler. Le torse est analysé en premier. C'est une sacrée difficulté que de réussir à identifier une personne sans tête, ni main ou pied. Il n'y a aucune empreinte digitale, pas de comparaison dentaire possible. Mais il y a de l'espoir dans ce cas précis. La victime possède des implants mammaires. C'est inespéré parce que sur ces implants, il y a des numéros de série uniques qui peuvent être retracés. Ceux-ci conduisent à une clinique établie en Allemagne. Comme le numéro de série de chaque implant est spécifique, il est possible d'obtenir l'identité de la personne s'étant fait opérer. La victime est une jeune femme de 29 ans nommée Elisabeth Valade. Les outils posés sur son torse sont à leur tour vérifiés. Sur la scie à métaux, ce sont bien les morceaux de chair appartenant à cette femme qui sont découverts. La scie est donc définitivement reliée à ce meurtre. L'enquête avance enfin. Les policiers étudient le cas de cette jeune femme de 29 ans et découvrent qu'elle a une vie très compliquée. Bien qu'elle vienne d'une famille très respectable, avec des parents universitaires, elle n'a jamais été sur la même longueur d'onde qu'eux. Avec un esprit rebelle, elle a décidé de vivre seule et de s'installer à Londres pour profiter de la vie. Mais elle rencontre l'amour, un homme avec qui elle se marie avant d'avoir un enfant. Simplement, cette vie rangée ennuie Elisabeth, qui décide de quitter son époux et son enfant pour vivre libre à nouveau. Elle tombe alors sur un autre homme de 70 ans et multimillionnaire qui décide de faire d'Elisabeth sa maîtresse. La jeune femme accepte, parce qu'elle compte bien faire de cette personne son gagne-pain. Elle soutire le moindre centime qu'elle peut de cet homme richissime et vit grand train. Malheureusement, cela ne dure qu'un temps, et la relation se termine. À ce moment, Elisabeth tombe dans la drogue et devient escorte de luxe. Sauf que sa consommation augmente tellement qu'elle doit se rendre de plus en plus dans la rue pour gagner de l'argent. La suite, vous la connaissez. Son corps est découvert chez Anthony Hardy. La police tient le nom de l'une des victimes, et cela offre enfin un cap à suivre pour faire des recoupements avec son tueur. Elisabeth se rendait beaucoup dans le coin de King's Cross, qui était le repère des prostituées et de leurs clients, une zone qui se trouve à proximité de l'appartement d'Anthony Hardy. Les témoins dans l'immeuble ont confirmé que l'homme amenait souvent des femmes chez lui. Et voici comment Elisabeth Valade a été entraînée dans un piège mortel. Ce qui n'est pas sans rappeler l'histoire de Sally Rose White, également décédée dans ce même appartement. Enfin, les prostituées sont évidemment une cible privilégiée des tueurs. Leur disparition met souvent plus de temps à inquiéter du fait de leur proximité avec des univers très dangereux. Finalement, grâce à des recoupements ADN, le second corps est également identifié. Il s'agit d'une femme âgée de 34 ans, Bridget McClennan. Bridget McClennan était originaire de Nouvelle-Zélande et mère de 2 garçons. Elle était une grande consommatrice de cocaïne. Pour financer sa dépendance, comme toutes les autres victimes, elle avait décidé de se prostituer. Hardy était l'un de ses clients réguliers, et la police scientifique pense qu'elle a été assassinée et démembrée autour du 30 décembre 2002. Pas avant, en raison de l'état de décomposition de ses restes. Les 2 victimes sont reliées directement à la scie à métaux, puisque l'ADN de Bridget est aussi retrouvé sur la lame. La police scientifique abat un travail monstrueux, parce que la scie est également une preuve contre Anthony Hardy, dans la mesure où, sur le manche, ses empreintes digitales sont prélevées. Ce n'est pas tout. Dans la chambre, un rouleau de sac poubelle a été saisi par les agents, et chaque sac poubelle peut être relié au rouleau auquel il appartient du fait de marques spécifiques. C'est un peu les empreintes digitales des sacs poubelles. Quand on les déchire pour les séparer, cela crée cette marque unique. Le rouleau posé dans la chambre d'Anthony Hardy est celui qui contenait les sacs poubelles dans lesquels les morceaux de corps ont été retrouvés. Dans le salon, une carte de fidélité d'un magasin a été découverte. Les enquêteurs ont étudié les transactions réalisées.
Parmi celles-ci, il y a des points de fidélité qui ont été attribués à Anthony Hardy 2 semaines avant les meurtres. Les cartes de fidélité permettent de connaître les articles qui ont été achetés, et des rouleaux de sacs poubelles ont été payés par le suspect. Ce n'est pas fini. Puisqu'il y a la date et l'heure de l'achat, il suffit de regarder les images de caméras de surveillance du magasin concerné. Il est possible de voir Anthony Hardy, avec son long manteau noir ainsi que sa casquette, entrer dans ce magasin et réaliser cet achat. Voilà une preuve supplémentaire très incriminante. Maintenant, la police scientifique s'attarde sur les démembrements. Il est impossible de découper un corps humain sans laisser de traces de sang derrière soi. Bien que le suspect ait nettoyé derrière lui, puisqu'il n'y avait manifestement pas de sang visible lors de la perquisition, les experts sont optimistes quant à déceler des traces du fluide humain. Le luminol est donc utilisé. C'est ce fameux produit chimique qui permet de révéler les traces de sang, même si celui-ci a été nettoyé en apparence. Alors, on comprend comment il est utilisé, mais au final, comment cela fonctionne réellement ? Les produits chimiques présents dans le luminol réagissent avec l'hémoglobine, cette protéine qui permet de transporter l'oxygène dans tout le corps. Elle contient du fer et la réaction chimique entre ce fer et le luminol crée une luminescence quand les policiers passent une lumière à ultraviolet. C'est exactement la procédure qui est suivie dans l'appartement d'Anthony Hardy. Bien sûr, c'est la salle de bain qui est ciblée en premier. Les policiers savent que les démembrements se déroulent souvent dans la baignoire. Cette affaire ne fait pas exception. Et la baignoire de Hardy brille de mille feux sous la lumière à ultraviolet de la police scientifique. Une forte quantité de sang a coulé dans cette baignoire avant d'être totalement nettoyée. Les traces permettent de comprendre ce qu'il s'est passé avec un peu plus de précision. C'est dans la chambre que les meurtres se sont produits. L'abondance de sang démontre la violence de ces agressions. Ensuite, les corps ont été tirés à travers le couloir, des traînées d'hémoglobine ayant été découvertes. Et enfin, les démembrements sont intervenus à l'intérieur de la baignoire. Les forces de l'ordre viennent de réussir à relier Anthony Hardy au meurtre de 2 jeunes femmes. Son profil de sadique sexuel est évident avec les nombreux objets trouvés chez lui ainsi que les méthodes employées pour mettre à mort ses victimes. Mais comment un homme de 51 ans a-t-il pu passer à travers les mailles du filet durant autant d'années ? A-t-il toujours agi ainsi ? En se renseignant sur lui, les enquêteurs découvrent un passé étonnant. Anthony Hardy a démembré au moins 2 femmes dans son appartement de Camden. La police l'a prouvé, mais elle n'a pas encore mis la main sur le tueur qui semble s'être fait la malle. Pour comprendre l'individu qu'elle chasse, les autorités se renseignent sur son passé. Et surprise, son enfance n'est pas aussi chaotique que l'on aurait pu le penser. En réalité, Anthony Hardy est né dans une famille modeste. Son père était mineur et sa mère s'occupait de ses 5 enfants, dont Anthony était le plus jeune. Il se démarque de ses frères et sœurs par ses excellents résultats à l'école. S'il est aussi bon, c'est parce qu'il n'a absolument aucune envie de finir dans une mine comme son père. Il est si studieux que ses efforts payent, puisqu'il parvient à intégrer l'une des universités les plus prestigieuses du pays, l'Imperial College de Londres. Il est brillant, intelligent et très charismatique. C'est d'ailleurs ce qui a séduit Judith Dwight, qui tombe littéralement amoureuse du jeune homme, qui ne résiste pas non plus au charme de cette jeune Anglaise. Le couple est fusionnel. Tous les deux réussissent leurs études et décident d'entamer une vie à 2. Entre-temps, Anthony a réussi à décrocher un emploi d'ingénieur au sein de l'entreprise British Sugar, particulièrement bien rémunéré. Grâce à une situation financière très favorable, le couple estime qu'il est temps de fonder une famille. Et après le mariage, ce sont 3 garçons et une fille qui viennent au monde. C'est la vie que beaucoup de monde souhaiterait avoir. Cependant, cela ne va pas durer. Quand le couple approche de la trentaine, le comportement de l'homme change drastiquement. Il devient violent auprès de sa femme et de ses enfants qu'il se met à battre. Au départ, Judith pense que son mari traverse une période de stress au travail et fait de son mieux pour le soutenir. La vérité, c'est qu'Anthony Hardy entretient secrètement des relations sexuelles avec des prostituées ainsi que des femmes qu'il rencontre lors de déplacements professionnels dans d'autres villes. Anthony Hardy souffre de troubles mentaux. Mais à la fin des années 70, il est difficile de déceler ce genre de problème d'ordre psychiatrique. Et l'état du jeune homme ne fait que s'aggraver.
Dans la foulée, suite à une crise économique, il perd son emploi. Et la violence prend une nouvelle dimension à la maison. Si bien que Judith, sa femme, lui ordonne de se rendre auprès d'un médecin pour régler ses problèmes. Un docteur lui prescrit des antidépresseurs, estimant qu'il fait face à une dépression suite à la perte de son emploi. Le diagnostic est mauvais. Simplement, les médicaments font effet et apaisent un peu Anthony. La brutalité du jeune homme diminue et une nouvelle opportunité professionnelle s'offre à lui. Toute la famille s'en va du côté de l'Australie, à l'autre bout du monde. La vie d'Anthony est un peu plus positive, mais il recommence à voir des prostituées en cachette, notamment pour avoir des relations sexuelles violentes en les étranglant, ce qu'il ne peut pas faire avec sa femme. La spirale négative est relancée. Anthony devient à nouveau agressif envers sa femme et ses enfants, mais cette fois, c'en est trop pour lui, qui décide de tuer Judith, son épouse. Des semaines durant, il réfléchit à la meilleure façon de la tuer et finalement, il trouve. Il remplit une bouteille d'eau puis la place au congélateur. Voici son arme du crime. Il n'a plus qu'à utiliser cette bouteille comme objet contondant pour frapper au niveau du crâne de Judith, nettoyer le sang dessus, laisser décongeler l'eau et la police ne trouvera jamais l'arme du crime. Pas d'arme, pas de condamnation. C'est le raisonnement du jeune homme. Le jour du meurtre de Judith est arrivé. La bouteille est prête et Anthony attend que sa femme s'endorme. Pendant ce temps, il remplit la baignoire d'eau. Une fois fait, il se présente dans la chambre armé de la bouteille pleine de glace. Il frappe violemment Judith qui est étourdie par les coups. Anthony la traîne jusque dans la salle de bain pour la plonger dans la baignoire. Mais l'un des enfants, qui a entendu le vacarme, se rend dans la pièce pour comprendre ce qu'il se passe. Anthony est surpris par l'irruption de son fils. Judith en profite pour se débattre et parvient à s'échapper, avant d'appeler la police qui débarque sur les lieux rapidement. Anthony Hardy est placé en état d'arrestation suite à cette tentative de meurtre qu'il reconnaît immédiatement. On pourrait penser que ce crime conduirait l'homme en prison pour un long moment. Mais ce n'est pas ce qui va se produire. Il réussit à embobiner la police en expliquant qu'il est victime de problèmes psychiatriques. Son discours tient la route aux oreilles des agents et de la justice. L'incident, qui reste une tentative de meurtre, rappelons-le, est considéré comme un incident domestique. Et un incident domestique, ce n'est pas grave à cette époque. Par conséquent, Anthony Hardy n'est pas envoyé en prison, mais en hôpital psychiatrique. Il fait preuve d'un comportement exemplaire durant des mois. Le personnel de l'établissement n'a jamais vu un patient comme lui, et son attitude lui vaut de ne plus être considéré comme une menace pour la société, entraînant sa libération. En apprenant que sa femme est repartie du côté du Royaume-Uni avec ses enfants, il décide également de rentrer au pays. Et voici l'homme que chasse la police, un véritable psychopathe, qu'il faut à tout prix retrouver, autrement la liste des victimes s'allongera inéluctablement. C'est une nouvelle fois dans l'appartement qu'une piste est découverte. De l'insuline est trouvée dans l'un des placards de la salle de bain. Cela veut donc dire que le suspect est diabétique et qu'il doit s'injecter ce médicament régulièrement. Il y a de fortes chances pour qu'il se présente dans un hôpital pour recevoir son traitement. Sans ordonnance, impossible pour lui d'en obtenir auprès d'une pharmacie. Alors, les établissements de santé sont scrutés par les policiers. Mais cet homme reste un grand danger pour la population. Et la police n'a d'autre choix que de révéler sa présence au public en informant la presse. C'est très risqué de faire une telle chose, puisqu'il y a des chances pour que le tueur apprenne qu'il est activement recherché et qu'il s'évanouisse dans la nature. Cela augmente aussi la possibilité de fausses pistes données par des témoins, qui se seraient trompés en pensant avoir vu le tueur, ralentissant ainsi l'enquête et exposant donc des victimes potentielles. Le 1er janvier 2003, le tueur est repéré dans un hôpital du coin, certainement pour récupérer de l'insuline. Ce sont des agents chargés de visionner les bandes de vidéosurveillance des hôpitaux locaux qui tombent sur Anthony Hardy. Cependant, ils ont failli ne pas le reconnaître. Le meurtrier a changé d'apparence en rasant sa barbe. Le nouveau visage de l'éventreur de Camden, comme l'a surnommé la presse anglaise, est sur tous les supports médiatiques. La police espère vraiment qu'un témoin les conduira à leur suspect. Alors, cela peut paraître étonnant que Hardy, se sachant chassé, reste dans les parages. Mais pas tant que ça en réalité. Camden, c'est chez lui. C'est le secteur qu'il connaît le mieux de Londres, et il peut se cacher beaucoup plus facilement ici que n'importe où ailleurs dans le pays. Le lendemain, une bagarre éclate à l'hôpital de Great Ormond. Des policiers sont envoyés en renfort.
Anthony Hardy est en train de se battre avec 2 agents de police. Il a été repéré derrière des poubelles de l'hôpital où il tentait de se cacher. Armé d'un couteau, il poignarde le premier agent à la main et le frappe violemment à l'œil, le faisant partiellement sortir de son orbite. Il assomme le deuxième, mais le policier blessé ne lâche pas prise. Et au bout du compte, l'éventreur de Camden est enfin arrêté 3 jours après sa cavale. Placé en état d'arrestation, Hardy est interrogé à propos des meurtres. Mais l'interrogatoire est expéditif, l'assassin donnant la même réponse à chaque question en disant « sans commentaire ». Le but, derrière ces mots, est de préparer sa défense devant le tribunal. Si la police n'arrive pas à démontrer à 100% qu'il est le tueur, son avocat pourra semer le doute dans l'esprit du jury populaire, en expliquant, par exemple, qu'il y avait du passage chez Anthony Hardy, et que l'une des personnes étant allée chez lui avait très bien pu commettre les meurtres. Sauf qu'il y a une faille dans cette stratégie. Les preuves qui ont été collectées jusqu'à présent par la police scientifique déjà, et surtout, un nouvel élément décisif. Un ami d'Anthony Hardy appelle la police pour signaler qu'il détient des photos incriminantes. L'homme dit aux enquêteurs qu'Hardy lui a confié ces photos après être allé les récupérer au studio photo qui les a développées. Les images de vidéosurveillance montrent bien le suspect entrer dans le magasin afin de récupérer les clichés. Et si ces images sont si importantes, c'est parce que les victimes sont présentes dessus. D'après le médecin légiste, sur les photos, les 2 femmes sont déjà mortes. Ces clichés sont des preuves très accablantes. Mais pourquoi Hardy a-t-il pris autant de risques pour conserver ces photos ? Le but est de pouvoir se remémorer les moments où il a tué, revivre le plaisir que cela lui a procuré. C'est pour cette raison que les tueurs en série conservent souvent des trophées provenant de leurs victimes, ou carrément, comme dans ce cas, des photos. Les clichés ont bien été pris par Anthony Hardy. Les négatifs possèdent des traces propres à l'appareil photo qui a pris les images. La police scientifique trouve l'appareil qui a servi dans l'appartement du suspect. Sur celui-ci, ses empreintes digitales sont découvertes. Autrement dit, seul Anthony Hardy a pu prendre les photos d'Elizabeth Valade et Bridget McClellan. Le dossier est solidement ficelé. L'accusé doit comparaître au cours du mois de novembre 2003 devant un tribunal pour répondre de ses actes et surtout de ce double meurtre. Triple meurtre même, puisque le cas de Sally Rose White est réexaminé par un médecin légiste qui change la conclusion précédemment donnée sur la cause de la mort de la jeune femme. Ce n'est plus une cause naturelle qui a amené à son décès, mais une asphyxie. Et c'est donc un 3e meurtre qui pèse sur Anthony Hardy. Face au juge, Anthony Hardy ne résiste pas. Il a rarement fait face aux autorités. Il a toujours été très coopératif, et cela ne change pas. Il plaide coupable pour les 3 assassinats. Il reconnaît être l'éventreur de Camden. Pour les meurtres de Sally Rose White, Bridget McClellan et Elizabeth Valade, Anthony Hardy est condamné à purger 3 peines d'emprisonnement à vie et ne sortira plus jamais de prison. Voici pour cette terrible affaire britannique. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout, écrivez Londres en commentaire. J'espère que vous avez apprécié ce récit. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo. Je vous remercie de m'avoir regardé, je vous dis à très vite. Bye.